Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Comme on est, en tout cas, chaque mercredi, on se donne rendez-vous. Pour ma part, en tout cas, le mercredi et le jeudi. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec des invités et surtout les rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir donc la rubrique Environnement avec Hamid Belkacem. Il nous parlera aujourd'hui de la sensibilisation à l'environnement des plus jeunes. Et oui, il faut sensibiliser et surtout comment est-ce que la télévision et la radio, les médias notamment, travaillent pour sensibiliser les plus jeunes bien sûr, aux questions de l'environnement, la grande question de l'environnement. Nous aurons également Kamel Swig dans sa rubrique Start-up. Il sera là pour nous parler des enjeux, bien sûr, de cette nouvelle technologie qui nous envahit de plus en plus ces derniers temps. Nous parlerons également patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel. Nous en avons parlé cette semaine, énormément parlé, puisqu'il y aura donc une très belle exposition qui se tient même en ce moment, donc au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, une exposition qui durera 3 mois, consacrée au patrimoine culturel immatériel. Donc nous en parlerons avec un invité de l'Algérie. Il s'agit de monsieur Timothy Curtis qui viendra sur notre plateau pour nous parler, bien sûr, de cette exposition. Et puis, nous parlerons également football avec notre invité, un consultant de Canal Algérie. Il viendra nous parler de l'équipe de football féminin qui sera bien sûr à l'honneur demain, puisqu'un match se déroulera demain. On en parlera en détail avec lui et on verra les capacités de cette équipe de football. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour nous suivre. On vous donne tout de suite le rendez-vous avec la météo présentée par Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La voici, comme chaque mercredi matin, nous sommes ensemble sur le même plateau. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Une petite toux de bon matin. Vous n'avez pas encore pris votre café pour radoucir votre voix et vos cordes vocales? J'ai pris le premier, il reste encore le deuxième. D'accord, voilà, on vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera plutôt voilé sur l'ensemble des régions nord. À partir de ce soir, on aura le retour des nuages sur les régions de l'ouest avec quelques pluies en deuxième partie de nuit. Sur la partie sud, eh bien, le ciel restera dégagé, à partiellement voilé sur la Saoura, le Nord Sahara, un ciel dégagé sur les oasis, le Sahara central, l'extrême sud, encore le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure, avec sur la moitié nord jusqu'à 28 degrés à Alger, on notera 25 degrés à Annaba, 26 à Oran, Tlemcen, 27 degrés à Tiaret, ainsi qu'à Ghardaya, Hassim Saoud, 28 degrés à Ilizi, 24 degrés à Tamna Rasad Janet, 30 à Adrar, Ain Salah, 26 à Béchar, 29 degrés à Tindouf et enfin 32 degrés. Ce sera la maximale à Borj Badi Mokhtar et Ain Gazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert avec des averses. À Dublin, Londres, Paris, Bordeaux, Marseille, un ciel couvert. À Prague, Budapest et Bucarest, côté Mercure, on notera 15 degrés à Londres, 16 degrés à Paris, 20 degrés à Bordeaux, 13 à Madrid, 17 à Marseille, 16 degrés à Berne, 19 à Rome, 14 à Budapest, 17 à Bucarest et enfin 9 degrés seulement à Varsovie. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, de retour. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. À tout à l'heure, midi, 19h. On va vous laisser repartir avec une belle chanson, Chabi. Avec plaisir. Abdelkader Chao. Allez, on y va? On y va. Merci beaucoup, Mina. On y va avec cette belle voix de Chabi, bien sûr, un des maîtres du Chabi, Abdelkader Chao. طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني
ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمه حزن بي جناني وصان شجار ونحطمه ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمه حزن بي جناني الشجار ونحطمه يا من يعمل جميل فيا يبريني عادته يا من يعمل جميل فيا يبريني عادته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش يديا خلاني من الشوق ننكوس دموع عيني مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغالة لي نحدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغالي نحدتو دير لي ولفنو غرفات لي صورتو دير لي ولفنو غرفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش يديا خلاني من الشوق ننكوس ودموع عيني سالوا دموع عياني وبصاري يا اخي نظموا ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو سالوا دموع عياني وبصاري يا اخي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وجه مرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبريني كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبريني كيدو دير لي ولفدو وخفات لي صورتو دير لي ولفدو وخفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش يديا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني Voilà, une très belle chanson qui nous a accompagnés de bon matin. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler de patrimoine culturel immatériel avec notre première invitée. Je vous l'ai annoncé cette semaine, nous en avons également parlé, annoncé cette belle rencontre autour donc, du patrimoine immatériel ici à Alger. Eh bien, Monsieur Hachi était venu surtout nous en parler et parler bien sûr des enjeux de la sauvegarde de notre patrimoine immatériel. Eh bien, pour nous en parler, nous avons un invité pas des moindres, Monsieur Timothée Curtis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc chef de section patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO et vous êtes également secrétaire donc, de la Convention internationale de sauvegarde du patrimoine immatériel, culturel immatériel. Tout à fait. Voilà. Oui. Et vous êtes là pour une mission bien précise. Pour justement renforcer cet engagement qu'a pris l'Algérie aussi pour la sauvegarde de notre patrimoine immatériel. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Alors, c'est une belle journée que vous avez passée hier, n'est-ce pas, au Palais de la Culture. Effectivement, il y a eu d'abord le lancement d'un nouveau centre Bien sûr. pour l'Afrique entière,
qui est soutenu par l'Algérie, et aussi, bien sûr, et le lancement d'une exposition qui montre des éléments différents à travers le continent africain qui sont inscrits sur les listes UNESCO du patrimoine culturel immatériel. C'est ça. Et vous avez donc donné le coup d'envoi de cette belle exposition qui va durer 3 mois ici à Alger, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, intitulée cette fois-ci « Héritage culturel immatériel en Afrique ». Tout à fait, oui. Alors, c'était une très belle exposition et on voit effectivement les 7 éléments algériens qui sont inscrits, plus un élément de toutes les... Enfin, pas tous les éléments de l'Afrique, mais plus ou moins un par pays des sous-régions d'Afrique. Et je crois que c'est une exposition qui donne une belle image de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel en Afrique. Ouais, exactement. Et notamment en Algérie, parce que dans notre émission, on en parle beaucoup de ce patrimoine culturel matériel et immatériel. Et aujourd'hui, il est question donc de sauvegarder tous ces sites et surtout ces éléments de culture immatérielle beaucoup plus. L'Algérie a ratifié cette convention, c'était en mars 2015. Non, l'Algérie a ratifié la Convention en 2004 oui. Et d'ailleurs était le premier pays au monde à ratifier la Convention. Oui, justement, un des premiers pays à ratifier. Le premier. Mais en 2015, c'était aussi d'autres rencontres, aussi d'autres éléments très importants aussi. Oui, tout à fait. Alors après, l'Algérie a fait inscrire plusieurs éléments au fur et à mesure. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un comité intergouvernemental qui se réunit de 24 pays et qui décide des éléments qui vont être inscrits sur les listes, etc. Voilà. Alors, on a dit qu'il y avait certains éléments qui devaient être inscrits en urgence, notamment les Fougara du Touet, par exemple. Tout à fait. En fait, il y a 2 listes. Il y a ce qu'on appelle la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité et la liste pour le patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, justement pour mettre en lumière ces éléments qui sont à risque de disparaître bientôt et donc pour mobiliser un soutien, une sauvegarde, une transmission aux futures générations. Alors, votre mission, c'est aussi de pouvoir médiatiser au maximum cet engagement surtout et de sensibiliser la population, les autochtones surtout, à cette richesse que chaque pays a bien sûr à sauvegarder. Tout à fait. Et tout à fait. En fait, la mise en valeur de ces éléments fait partie intégrante de leur sauvegarde finalement, puisque souvent ces éléments disparaissent parce que la jeunesse ne s'intéresse pas ou les gens ne font pas attention. Donc plus les gens prennent conscience, plus les gens eux-mêmes ont tendance à continuer à pratiquer et continuer à valoriser ces éléments qui durent depuis des générations. Parce que c'est très difficile, c'est quand on parle de patrimoine culturel immatériel, ça s'est transmis en général de génération en génération. Aujourd'hui, peut-être avec l'avènement du progrès, des nouvelles technologies, quelque part, il y aurait une perdition de ce patrimoine. Tout à fait, il y a des risques et parfois ces patrimoines disparaissent d'eux-mêmes. Mais il y a peut-être un rythme aujourd'hui qui fait que beaucoup plus sont menacés qu'avant. Et souvent, c'est plus une question de mise en valeur, de prise de conscience de la part des gens, des communautés, qui eux-mêmes ont pratiqué ces choses depuis des siècles. Et donc, ça dépend d'eux. Et rien que de les mettre en valeur, ça peut motiver, on a vu souvent, rien que les mettre en valeur, ça motive des jeunes et des gens à y faire attention et à participer. À s'y intéresser de plus près, essayer d'en parler, et surtout de prévenir en tout cas sa disparition. Alors, il faut rappeler que l'UNESCO a fait un effort considérable pour essayer donc de sauvegarder ces sites à travers le monde. Et d'ailleurs, il y a plusieurs centres à travers le monde. Il y en a 7, vous m'avez dit, donc 7 tout à travers le monde. L'Algérie aujourd'hui a inauguré donc ces dernières années un nouveau centre de catégorie 2. Oui, c'est ce qu'on appelle, c'est des centres de catégorie 2, c'est un mot un peu technique, mais ça veut dire que c'est des centres qui travaillent dans le cadre de l'UNESCO, avec l'UNESCO, mais financés par les États parties et donc qui ne sont pas dans le budget collectif de l'UNESCO. Alors l'Algérie a généreusement offert de soutenir ce centre pour l'Afrique. Donc c'est un centre qui va focalisé sur le patrimoine culturel en Afrique. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine. En Corée. En Corée, oui. Alors en Asie, il y a Japon, Corée et Chine qui se partagent les tâches. Il y a un centre en Bulgarie pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. En Iran. En Iran aussi, pour l'Asie de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Donc voilà. Et au Pérou pour l'Amérique latine et maintenant en Algérie pour l'Afrique. C'est ça, c'est tellement
riche, tout ce qu'on voit, tout ce que l'humanité a bien sûr enfoui jusqu'à présent, sauvegardé, il serait donc dommage de perdre encore ces éléments pour les générations futures. Tout à fait. Je pense que c'est... Ouais, ben je ne peux être qu'à d'accord avec ce que vous dites. Et je pense qu'il faut encourager la jeunesse à y prêter attention, à s'y intéresser. Former aussi former, etc. dans ce sens, avoir de plus en plus d'anthropologues, de plus en plus de chercheurs qui y travaillent. Oui, tout à fait, tout à fait. Et sensibiliser, donner l'opportunité aux jeunes de connaître eux-mêmes leur patrimoine. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Alors nous, en Algérie, on en a beaucoup parlé, parlé des sites, bien sûr, classés par l'UNESCO, quand on parle de sites donc, et de patrimoine culturel matériel, mais aussi, puisqu'aujourd'hui c'est le cas, on parle de patrimoine culturel immatériel. Alors on a eu à parler énormément des Fogaras du Touet, qui est donc une mesure donc, de calcul de l'eau, de la dispersion et surtout du partage de l'eau équitable à travers donc, la région du sud notamment. Il y a eu aussi Rekb de Sidi Chir, la Sbiba. Donc il y a plusieurs sites qui ont été étudiés. Donc le montage de dossier est assez complexe. Tout à fait. Donc le montage de dossier, il prend un certain temps. Il y a 5 critères, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, il faut satisfaire tous les critères. Donc, il faut identifier l'élément comme patrimoine culturel immatériel. Il faut surtout identifier la communauté qui la pratique et démontrer qu'elle est bien impliquée, qu'elle est d'accord. Voilà, pouvoir, tout à fait. Ce n'est que les chercheurs et surtout les gens, les locaux, qui puissent donner cette valeur ajoutée. Tout à fait. Et justement, les locaux sont mis en avant dans la Convention comme quelque part les experts de première ligne, parce que c'est dans les communautés que ces patrimoines se sont transmis. Si on prenait l'exemple des Fogaras, par exemple, celui qui arrive à calculer, je ne me rappelle plus le nom de ce métier-là, c'est très très dur de pouvoir le transmettre, c'est-à-dire ça prend des années pour le transmettre. Tout à fait, tout à fait. Et donc certaines de ces pratiques ne sont pas... facile, justement, et qui représentaient des métiers, qui représentaient des professions dans les temps. Et donc, effectivement, sont menacés parfois parce qu'il n'y a plus d'enjeux économiques, etc. Ou que les jeunes se désintéressent, par exemple, de ces métiers. Tout à fait. Et ils se désintéressent souvent parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique, parfois. Donc, il y a beaucoup de mesures différentes qui peuvent être prises pour la sauvegarde, selon les éléments en jeu. Exactement. Alors, quelles sont, bien sûr, les pratiques de sensibilisation que vous faites au niveau donc, de l'UNESCO pour intéresser un maximum de pays, surtout? Il faut dire que d'abord les listes elles-mêmes, le fait d'être inscrit sur les listes, ça mobilise et ça intéresse les pays. Donc ça c'est, je dirais, un élément premier de la Convention, et ça semble marcher. Nous voyons que même les pays nous disent qu'une fois un élément sur une liste, le nombre de gens qui s'intéressent à l'élément, des praticiens, augmente souvent beaucoup. Après, nous faisons aussi des éléments de sensibilisation dans les programmes d'éducation, dans les politiques, dans les discussions de politique culturelle publique, etc., etc. Aussi dans le domaine du développement durable, parce que par exemple, si on prend l'exemple des Fogaras, là, l'utilisation de l'eau devient un des enjeux primordiaux aujourd'hui dans les objectifs du développement durable. Et donc là, il y a des moyens traditionnels et qui existent depuis des siècles pour gérer. Des siècles, et surtout de manière écologique. Voilà, propre. exactement. Donc parfois, nous avons des solutions à nos problèmes modernes qui nous sont transmis du passé, mais qu'on les oublie ou qu'on n'y fait pas attention, etc. Exactement. Voilà. Il y a aussi donc chez nous, puisque on est fiers et surtout on est jaloux de ce patrimoine culturel, l'IMSAD, la pratique de l'IMSAD aussi, ça a été enregistré, heureusement, sauvegardé. Il y a une école aujourd'hui qui enseigne, qui transmet cet héritage donc aux jeunes filles. Voilà, c'est un exemple aussi où des politiques d'action peuvent avoir des effets pour sauvegarder, pour s'assurer que des générations futures puissent aussi bénéficier de ces patrimoines. Là, on parle de l'Algérie parce que c'est un dossier qu'on connaît assez bien, mais je sais que, puisque nous avons cette lourde tâche de pouvoir parler un petit peu de tout le patrimoine culturel immatériel de l'Afrique, il est bon aussi de rappeler aussi qu'il y a beaucoup donc, de pays africains qui ont des richesses aussi à faire valoir à travers le monde entier, notamment l'UNESCO. Ah, tout à fait. Et là, l'Afrique, c'est un pays
c'est un continent, pardon, extrêmement riche en patrimoine culturel immatériel, il n'y a aucun doute. Et je pense que pour le voir, il faut aller voir l'exposition. Vous allez voir que partout en Afrique, il y a des formes multiples et différentes de patrimoine culturel immatériel et ça ne manque pas. Alors, j'ai appris qu'il y avait le reggae, la musique, qui était donc inscrite. Voilà, c'est-à-dire que l'année dernière, la Jamaïque donc, a voulu inscrire la musique reggae, donc avec les communautés de Kingston et de Trenchtown où elle a origine. Effectivement, elle a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. D'autres exemples, par exemple, donc d'autres pays africains? Il y en a tellement. Il y a les variantes de balafon, des cérémonies de masques, les rituels, les traditions orales. Enfin, il y a tout un... Voilà, les contes, les traditions orales qui se perpétuent parfaitement bien. Aujourd'hui, on en est fiers en tout cas. Parler un petit peu de cette convention, parler aussi de cette belle exposition qui va s'étaler jusqu'à juin. C'est cela ce qu'on m'avait dit. Le 3 mois donc, où cette belle exposition sera visible au Palais de la Culture Mufti Zakaria. Vous aurez la possibilité de la voir et de la revoir durant toutes ces journées, bien entendu. Et encore une fois, parler un petit peu de l'engagement, bien sûr, de toutes ces personnes qui travaillent pour la sauvegarde. Hein. Et vous faites des réunions assez régulièrement oui, avec ces centres oui, justement, ces centres donc, font des réunions dans les régions. Oui. Ce sont souvent des réunions de formation pour la sauvegarde et au niveau des communautés et au niveau des pratiques, des professionnels, des réunions de sensibilisation, etc. Donc voilà, ce sont des partenaires de la Convention de l'UNESCO pour mettre en place ces objectifs sur le terrain. Cette convention, vous m'avez posé la question, elle a été adoptée en 2003. Oui. Et nous avons déjà 178 pays qui ont ratifié la convention, ce qui est remarquable pour une convention internationale, qu'autant de pays la ratifient si rapidement que ça, puisque ça fait une quinzaine d'années. Et je pense que c'est témoignage de l'importance à travers le monde que les gens apportent à leur patrimoine culturel immatériel. C'est très important de pouvoir aussi avoir une bibliographie assez riche dans ce sens, que chaque pays, chaque auteur puisse y travailler et pouvoir écrire sur notre patrimoine immatériel. Tout à fait, pouvoir écrire et pouvoir le vivre aussi. Je pense que ça, c'est très important. Chaque année, en tout cas, ça permet aussi à avoir un flux de touristes extraordinaire, hein, notamment dans le sud du pays, parce qu'on en parle beaucoup. C'est vrai que la majorité se passe dans le sud. Les Fogara du Touet, dans la région du Gorara, il y a énormément de choses qui se passent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Ah bah c'est moi, je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Un dernier mot peut-être ? Je vous invite tous à aller voir l'exposition et de continuer à pratiquer votre patrimoine culturel immatériel en Algérie. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Timothée Curtis, vous êtes donc chef de section patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Vous êtes secrétaire donc, de la Convention internationale de sauvegarde du patrimoine immatériel, culturel immatériel à l'UNESCO. Merci beaucoup. C'est moi. À très bientôt. Et puis on vous invite encore une fois. Allez découvrir cette belle exposition. Elle a été donc inaugurée hier, donc le vernissage s'est fait hier plutôt, au Palais de la Culture Mufti Zakaria. Ça durera 3 mois. N'hésitez pas à aller voir ces belles choses que réserve notre patrimoine immatériel. Voilà, on vous invite tout de suite à suivre ce reportage sur le Qsar de Timimoun. On se retrouve juste après. L'un des plus anciens Qsar de Timimoun, la contrée qu'on nomme joliment l'oasis rouge à cause de sa glaise et de ses remparts vermeils. Mais que reste-t-il de ce site érigé avec les matériaux locaux, donc très écolos et adaptés aux rudes conditions climatiques de la région? Pourquoi le béton a-t-il supplanté à la glaise, naguère utilisée pour construire les chaumières de Qsor? Si personne ne maîtrise l'art de construire à l'ancienne, c'est parce qu'il n'y a pas de transmission entre les anciens et les nouveaux. Dès qu'il y a un peu de pluie, tout s'effondre. Je n'ai pas d'autre choix que de construire en dur. Où dois-je aller, moi et mes filles? Pour peu que les propriétaires des maisons d'Ersor ont un peu d'argent, ils investissent pour retaper leur demeure en ruine, sauf que cette mise en valeur ne s'inspire plus d'une architecture ancienne, respectueuse de la nature et de l'esthète. Certaines maisons sont en dur et ne ressemblent en rien à celles de nos aïeux.
Nous essayons de conserver ce patrimoine. Nous aurions souhaité que les gens du Rsal soient solidaires et s'entraident pour construire à la glaise comme avant. Au fur et à mesure que le temps passe, des maisons sont soit abandonnées ou alors réhabilitées de façon hasardeuse, ôtant ainsi l'authenticité à ces ressorts plusieurs fois séculaires, côtoyant harmonieusement d'Auguste Palmeret. De retour sur le plateau, c'était donc un reportage signé Narim Al-Walish qui nous a fait découvrir cette belle région donc du Rsal de Timimoun. Eh bien, nous allons parler aussi de l'engagement de la fédération donc des donneurs de sang, la fédération algérienne des donneurs de sang. Avec nous, Monsieur Harbi Qaddour. Comme chaque fois, on a toujours le plaisir de le recevoir. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous êtes le président de la fédération algérienne des donneurs de sang. Oui. Vous êtes toujours engagé avec, bien sûr, ceux qui sont en plus, ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les malades, bien entendu, qui se retournent toujours vers l'agence de sang, vers la fédération, et surtout les personnes aussi en bonne santé. Alors là, vous êtes parmi nous pour nous parler de cette campagne que vous allez mener. Cette campagne, elle est ouverte toute l'année, parce que le sang, on a besoin toute l'année. Premièrement, je remercie Canal Algérie de nous avoir offert ce plateau pour pouvoir parler de cette denrée rare que ne fabriquée que par l'être humain. Et de remercier aussi le ministère de la Solidarité d'avoir organisé la deuxième campagne du don du sang. De remercier aussi Madame la ministre de la Solidarité, qui a été la première quand même à tendre son bras pour son nombreux gestes. Oui. Et nous souhaitons que d'autres institutions, d'autres ministères prennent l'exemple sur le ministère de la Solidarité pour pouvoir organiser à leur tour aussi des campagnes de sang. Alors c'est très important parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup plus visible durant Ramadan, vous êtes beaucoup plus visible à la journée nationale, à la journée internationale du don de sang, mais entre-temps, vous avez besoin donc d'enrichir les banques de l'Agence nationale de sang, toujours, pour les malades. Besoin d'enrichir toutes les banques de sang à travers le territoire national. Il ne faut pas oublier que il y a certaines maladies qui touchent surtout les enfants, certaines pathologies comme les thalassémiques ou les hémophiles, qui ont besoin constamment de renouvellement de sang. Leur corps ne fabrique pas ou alors pas assez de globules rouges, donc nous sommes obligés de perfuser périodiquement. Si on ne trouve pas de sang, ces enfants-là, leur décès, c'est la mort. En plus de ça, malheureusement aussi, il y a les accidentés de la route, que l'on a besoin de sang. Il y a aussi le service de la maternité aussi qui ont toujours besoin de sang. Toujours. Donc, il y a les diabétiques, il y a des cancéreux. Aujourd'hui, les Algériens sont devenus donc des donneurs avérés. On en connaît, vous les avez recensés. Ce sont des habitués. Non, ils donnent facilement. Les Algériens sont sensibles, mais ils sont sensibles par à coup. Quand il y a un incident grave, ils répondent. Mais nous voulons quand même que le sang soit une culture au sein de tout citoyen et de penser à ces malades et d'y aller de temps en temps. Pour les hommes, jusqu'à 4 fois par an, les femmes 3 fois par an, sans aucun risque. Voilà. Donc, pour offrir si vous êtes en bonne santé, vous avez donc cette possibilité de donner de votre sang et surtout en toute sécurité, bien au contraire, il paraît que ça fait du bien de renouveler un petit peu. Ça fait du bien, c'est comme un véhicule quand on fait la vidange. On enlève l'ancien huile et puis on met dedans. Le sang donné, au bout de quelques heures, votre corps reconstitue le sang donné. Donc vous avez toujours du sang nouveau qui circule dans vos veines. C'est ça. Alors, qui ne peut pas donner son sang? Donc les personnes malades, les personnes qui ont des... Par moment, au niveau de chaque CTS, il y a un médecin, celui qui sélectionne le donneur de sang. Très bien. Il y a une batterie donc de questions. Les femmes enceintes, ils peuvent demander, les maladies chroniques, les diabétiques ou les cancéreux, ils ne sont pas concernés. Et c'est le médecin qui sélectionne le donneur de sang. C'est ça. Et bien sûr, l'âge, en fonction de l'âge, la tension artérielle aussi. Si vous avez une petite tension, donc là aussi, on ne peut pas donner son sang. Et maintenant la pochette de sang sert à 3 malades. Les globules rouges, vous avez le plasma et vous avez les plaquettes. Donc la pochette de sang sert à 3 malades. Et
la raison pour laquelle nous faisons toujours appel aux citoyens de donner le sang, c'est que le sang a une durée de vie dans la pochette, ne vit que qu'entre 30 et 35 jours. Les plaquettes ne vivent qu'entre 3 et 5 jours. C'est très rapide, il faut aller très rapidement. Donc au niveau donc, de l'agence aussi, qui traite bien sûr ces pochettes, ces poches de sang et qui bien sûr les achemine aux personnes donc, qui en ont besoin rapidement. Oui. Voilà. Et le donneur de sang, il a aussi plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'il bénéficie d'un bilan sérologique gratuit de son sang. Oui. Il bénéficie de la carte de groupage qui doit apporter constamment sur lui. Il bénéficie aussi de la récompense divine d'avoir sauvé une vie. Oui. Ça n'a pas de prix. Oui. Voilà, une satisfaction d'avoir justement aidé, d'avoir aidé, sauvé une vie, sans dissection, ni de race, ni de frontières, ni de religion. Parce que le sang est rouge dans toutes les veines. Voilà, et il y a bien sûr des groupages plus rares que d'autres. Oui, il y a des groupes rares. Et nous faisons aussi appel à ces personnes qui portent les groupes rares de se faire reconnaître au niveau des hôpitaux en cas de besoin, donc il leur fait appel. Et lui-même, quand il a besoin de sang, il trouvera toutes les personnes porteurs du même groupe que lui. Donc c'est un avantage. Exactement. Alors cette campagne va débuter, elle a débuté déjà? Oui, elle a débuté déjà, mais, à travers le ministère. Et nous remercions aussi Madame la ministre de la Solidarité d'avoir tendu son bras à regarder avant les autres. Et c'est à travers aussi les 48 wilayas. Oui. Et nous souhaitons que d'autres institutions prennent l'exemple sur ce ministère de la Solidarité. Pour organiser aussi des collectes à leur sort. Voilà. Nous remercions aussi la DGSN que de temps en temps qui vous accompagne. Qui nous accompagne. Il y a GESI, il y a la protection civile, il y a pas mal d'entreprises qui vous ont accueilli au sein de l'entreprise pour une collecte de sang de chaque entreprise. Il y a le NTV aussi. Oui, il y a le NTV, il y a le Canal Algérie qui, de temps en temps aussi, ils organisent des collectes de sang. Voilà. Et ça, c'est la meilleure aumône qu'on peut faire à un malade. Voilà. Alors, comment va s'organiser la campagne? Ça va se dérouler sur toutes les wilayas en simultané? Elle s'est déjà déroulée au niveau du ministère de la Solidarité. Donc, elle a duré environ une semaine. D'accord. Mais nous lançons un appel encore solennel à toute la population algérienne âgée de 18 à 65 ans d'y aller offrir cette petite quantité. C'est un 16e du volume. C'est une goutte sur 16, pas plus. Oui. Bien sûr, c'est très important. Donc, vous êtes là pour, encore une fois, demander, inciter les gens à aller donner donc, leur sang. Vous faites les radios, la télé, pour essayer de médiatiser cette action et cette campagne. Bien sûr, il y a premièrement, il y a Canal Algérie qui nous... Vous êtes toujours le bienvenu, en tout cas chez nous. Il y a la presse aussi. Qui fait de temps en temps aussi des appels, mais il y a aussi au niveau des mosquées, le ministère des Affaires religieuses aussi, ils font des appels de temps en temps, et c'est... Voilà, vous êtes en tout cas des partenaires très importants avec l'agence bien sûr nationale de sang, la fédération donc des donneurs, la fédération algérienne donc des donneurs de sang. L'agence nationale de sang, c'est notre partenaire incontournable avec le ministère de la Santé. Bien sûr. Donc nous sommes les fournisseurs de cette matière première, et eux c'est le traitement et c'est la distribution de ce... Et la distribution, c'est très important, bien entendu. Alors vous avez, comme je l'ai dit, toujours été présent lors des journées nationales, journées internationales, durant Ramadan également, et des campagnes comme ça que vous faites assez aussi détachées durant toute l'année. Nous sommes présents au niveau national et nous sommes présents aussi au niveau international. Il ne faut pas oublier que le secrétaire général de la Fédération mondiale, c'est un Algérien. C'est un membre de la Fédération algérienne de donneurs de sang. C'est extraordinaire. Secrétaire général. Vous êtes très actif. Secrétaire général de la Fédération mondiale qui regroupe environ 80 pays. Donc c'est un honneur pour l'Algérie et c'est un honneur pour l'Afrique. Et moi-même aussi j'ai été élu au niveau
de l'institution mondiale. Donc, nous avons 2 représentants au niveau mondial. Vous avez donc un poids au niveau international. Ah oui, oui. oui. Qu'est-ce que ça vous permet justement d'acquérir? Ça vous permet aussi d'acquérir des méthodes de recrutement des donneurs de sang. Ça vous permet aussi de représenter notre pays sur la chaîne internationale. Et c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour tous les Algériens et pour toute l'Afrique. Voilà, et puis bien entendu, pour voir aussi l'avancée de la médecine, aussi dans le domaine donc, de la recherche. Ah oui, bien sûr, dans le domaine aussi de la sérologie. C'est très important aussi de savoir comment fonctionne le sang, comment est-ce que l'avancée aujourd'hui de la médecine dans ce domaine-là. Exactement. Donc, j'ai été de remercier Madame la ministre de la Solidarité, de remercier Monsieur le ministre de la Santé, sans oublier Madame la directrice générale de l'Agence nationale du sang de nous avoir aidés dans tout le domaine pour pouvoir mener notre campagne du don. Exactement. Comme à chaque fois, bien sûr, vous êtes toujours présent, bien entendu, pour informer et aider, récolter surtout ces pochettes donc, de sang, ces poches de sang, très indispensables. On va rappeler encore une fois le bon donneur de sang, comment est-ce qu'il doit se comporter, bien entendu, et surtout l'ensemble du corps médical aussi qui doit aussi récolter ce sang au niveau des bus. Il n'y a aucun risque, le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique, stérilisé. Donc il n'y a absolument aucun risque. Que ce soit au niveau donc, des cliniques mobiles, c'est-à-dire les bus mobiles qui peuvent faire la collecte, ou carrément au niveau de l'agence ou au niveau de votre centre de transfusion sanguine, au niveau des hôpitaux à travers le pays. C'est ça. Donc, alors, comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. Le patient arrive, enfin l'individu arrive, le donneur va... Il est accueilli par un médecin, oui. Il lui prend attention. Il y a des questions dont Michael a posé. Il faut que la personne elle soit saine, il n'a aucune maladie. Donc c'est le médecin qui sélectionne le donneur de sang. Une fois que le donneur de sang est apte à donner le sang, donc il le dirige sur le centre de prélèvement. Le prélèvement, ça dure environ 5 minutes, pas plus. Ensuite, il reçoit sa collation. Il peut repartir. Oui, et enfin, il peut repartir 10 ou 15 minutes après. Bon, il peut quitter le... Il aura une carte de donneur, il aura aussi la possibilité d'avoir aussi en fait une analyse, clairement. Oui, il bénéficie gratuite. d'analyse gratuite. Il bénéficie de la carte de groupage qu'il doit porter constamment sur lui, parce qu'en cas d'accident, si il est amené au niveau d'un hôpital, donc si on ne connaît pas son groupage, le temps de faire le prélèvement, d'aller au labo, donc ce temps peut être fatal pour lui. Donc s'il a la carte de groupage, il faut agir rapidement. On lui donne le sang nécessaire. Exactement. En tout cas, bravo pour ce que vous faites au quotidien, Monsieur Gharbi Kaddour. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale donc, des donneurs de sang. Et bon, de la Fédération mondiale aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci, c'est nous que remercions. Bon courage pour cette campagne, en tout cas. Je réitère mes remerciements à Madame la ministre de la Solidarité, Monsieur le ministre de la Santé, sans oublier Madame la directrice générale de l'Agence nationale du sang, et tout le peuple algérien qui répond à chaque appel, de la Fédération de ce précieux liquide. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gharbi Kaddour et à très bientôt. Bon courage pour toutes ces campagnes que vous menez au quotidien pour aider les malades surtout qui ont besoin de sang. Eh bien cette fois-ci on vous invite à aller découvrir encore une fois la richesse de notre pays, beau pays. Cette fois-ci on vous invite à découvrir une belle cité antique, la cité antique Tidis, dans la région de Constantine. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. Tidis, ou l'antique Castellum, Tidi Tanorum. On traverse la porte monumentale. Aux yeux de la Fiqh, Tidis
la place de l'antique marché. Voilà, vous avez reconnu la voix aussi de Hakim Keshroud, le commentaire donc, de Rahim Abdelaziz a été lu par Hakim Keshroud. J'y arrive. Allez, nous allons parler environnement tout de suite avec Hamid Belkhassam. Bonjour Hamid. Bonjour Alain, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Il fait Très beau, bien. 28 degrés. Je vous vois déjà, manche courte, ça y est. Oui, c'est bien, on met le temps azur aujourd'hui. Voilà, prêt à l'attaque pour l'environnement toujours. Toujours, il faut livrer la bataille. Exactement. Alors, vous le faites régulièrement. Aujourd'hui, vous avez amené 2 battants sur notre plateau. C'est donc 2 membres d'association. IFER, bien là, l'association IFER. Je vous laisse les présenter. Alors, c'est Myriam Bouchbout, bonjour, et Abdelmalek Rouabhi. En fait, c'est l'Algérie de demain. Le IFER, c'est en tamazigh, veut dire la feuille, l'espoir, la feuille verte. Donc, c'est l'Algérie de demain qui se présente aujourd'hui. Et aujourd'hui, 6 mars, c'est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Eux ont des projets de sensibilisation, tout simplement pour toi, le meilleur investissement que l'on puisse faire en termes d'environnement, c'est celui en direction des générations futures. Nous, on a pris de très mauvais plis, c'est selon, mais il faut investir massivement en faveur de l'Algérie de demain. Et l'Algérie de demain se prépare. Aujourd'hui, on va voir avec IFER, il y a un projet assez particulier. Vous qui êtes étudiant en Master biochimie 2, donc Myriam c'est Master 2 en génie pharmaceutique, c'est cela. Et donc Abdelmalek c'est Master 2 en biochimie, l'université de Babzouar, c'est cela. Alors, essayez de décrire un petit peu ce projet en direction des plus jeunes. Donc la première des choses, on va commencer. Après salam alaikum, on va essayer de commencer d'avoir une petite présentation concernant le club IFER. Oui. Donc le club IFER, donc de protection de l'environnement, est une association locale, donc agréée en 2012. Par la wilaya d'Alger. Oui, par la wilaya d'Alger. Donc elle active dans tout ce qui est écologique sur les territoires d'Alger, dans un esprit d'équipe plein d'ambition, de savoir-faire. Donc c'est ça en général. Donc concerne. Et le projet pour les plus jeunes. Vous voulez dire par rapport aux plus jeunes? Oui. Donc oui.
En tant que jeune universitaire ambitieux, donc, on a eu la chance de créer, comme on a dit, un mini club qui appartient à l'association IFER, donc nommé IFER Kids, donc elle est spéciale, donc IFER Kids, kids en anglais c'est enfant, donc spécialisée. Oui. C'est IFER 2.0, la nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération, c'est ça. Donc Oui. elle est spécialisée dans l'éducation des enfants dans une atmosphère environnementale saine. Donc c'est ça. Quelles sont les activités, Myriam, qu'est-ce qui est projeté dans ce petit IFER des nouvelles générations? Oui, on donne des cours sur tout ce qui est en relation avec la nature. On fait aussi des ateliers, on programme des ateliers, des activités pour les enfants. Par exemple, notre premier cours, c'était sur l'univers, où les enfants ont appris des généralités sur le système solaire et tout. Et après, on a programmé un atelier où les Ifériens, les petits Ifériens, comme on les appelle, les Ifériens très bien, les kids, ont pu construire leur propre système solaire. Et aussi, on a organisé une sortie en coordination avec l'association mère IFER au centre cinégétique de Zeralda et à la réserve de chasse, où on a participé à la journée mondiale de la vie sauvage. Ah, c'est très important. Oui, la journée mondiale de la vie sauvage, c'est le 3 mars. Voilà. Oui, On vient d'en parler, oui. D'en parler, c'est très bien, notamment le centre cinégétique de Zeralda où il y a plein de. On est en train de voir d'ailleurs des photos que vous avez rapportées. Les photos, voilà. Est-ce que vous pouvez les commenter, Myriam ou Abdelmalek? C'était quoi? Les enfants, ils viennent d'où exactement? De la région d'Alger? C'est des adhérents? Oui. Ce sont les enfants des adhérents? C'est qui? Dans la plupart des enfants sont d'Ain Benial. D'Ain Benial, très bien. Siège de l'association, bien entendu. Siège de l'association, centre culturel d'Ain Benial. Très bien. Et là, ce sont des explications. Oui. Là, c'est le workshop ou l'atelier. Dont on a réalisé afin de construire le système solaire. La direction cinégétique. Ouais. D'accord. Et ça, ce sont les explications, j'imagine, des cadres de la Direction générale des forêts, ou plutôt du centre cinégétique de Zeralda. J'y arrive. C'est l'atelier. Oui. Et l'atelier a consisté en quoi? Je vois des enfants en train de faire de la peinture et tout. Ce sont des ateliers. Oui, et l'objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser un peu plus les plus jeunes pour voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux, c'est cela? Oui. Dans l'objectif de donner aux enfants quelques informations concernant tout ce qui a une relation avec la nature, dans l'univers. Donc, ils ont eu la chance de jouer, en quelque sorte, avec ces ballons-là, en faisant de la peinture et ça, et en construisant des planètes, le système solaire en général. Et c'était le 3 mars, c'était la veille du 3 mars, journée mondiale de la vie sauvage. Qu'est-ce qui les a le plus marqués au niveau de ce centre à Zeralda? Quel est l'animal? Qu'est-ce qui a retenu l'attention de ces enfants? Exact. Je pense que la chose qui les a retenus, c'est de voir des animaux et l'explication du vétérinaire, qui était très enrichissante. Voilà, ils ont vu le clown. Ah, d'accord, oui. Ils sont toujours curieux, les enfants, de voir un petit peu comment s'articule notre planète. Et je pense que comme ce sont des jeunes enfants, ils ont cette capacité de retenir toutes ces informations, voilà, d'absorber. Et puis ça leur reste, étant plus âgés, ensuite, ils vont se rappeler de cet atelier, par exemple. Ils auront des souvenirs et ça va rester gravé dans leur mémoire. C'est en fait le but. Oui, tout à fait. IFER est une association vraiment très engagée en matière d'environnement. Votre dernière action est la prochaine? Bon. La dernière action, pas forcément en faveur des enfants, mais il y a eu des journées, des Green Days, comme on dit, et il y a des choses qui se préparent. C'est quoi au juste? Bon, concernant, je vais vous parler de IFER Kids. IFER Kids, oui, voilà, vous c'est IFER Kids. Oui, c'est le cap sur l'avenir des enfants. Très bien. Donc, concernant l'avenir des IFER Kids, donc, comme on a dit précédemment, donc, on va essayer de toucher tout ce qui a une relation avec la nature. Donc, on va essayer de réaliser des cours concernant la vie animale, par exemple, les plantes, la pollution, le tri sélectif, le recyclage, etc. Très bien. Et on va illustrer ça par des workshops ou par des ateliers afin de renforcer les acquis théoriques des élèves. C'est passionnant. Non. Les acquis théoriques des générations futures. C'est vrai. Alors, comment est-ce que vous, déjà, vous avez été sensible à notre environnement et vous avez décidé de créer cette association? Donc, pour moi, je vais parler pour moi personnellement. Donc, j'avais cette passion de la nature. De la nature
et d'éduquer les enfants. Donc j'ai travaillé comme éducateur d'enfants, ça fait donc 2 ans, 3 ans, dans la mosquée d'Ain Beniat. Donc j'ai eu cette chance. Lorsque j'ai pu avoir ma membership, comme on veut dire, à IFER, donc... la qualité d'adhérent, actif, de membre actif. Oui, Je me suis dit, pourquoi pas? On est des jeunes universitaires ambitieux, donc on va essayer d'exploiter mon expérience, ainsi que les autres expériences des autres adhérents en membres de IFER Kids, afin de créer ce mini-groupe-là qui combine les deux, donc l'éducation des enfants et l'atmosphère environnementale. C'est ça. Donc c'était comme ça. Donc on a commencé petit à petit. Maintenant, alhamdoulilah, on est en train d'évoluer. Et votre formation d'universitaire, les deux, vous donne un plus pour aborder certains aspects de la vie environnementale en direction des enfants, Mariam? Oui, bien sûr. Le côté scientifique qui reprend le dessus aussi. Nos acquis au niveau de l'université nous ont donné la chance à améliorer et à développer ce mini-club en se basant sur ces acquis. Oui, mais je trouve que étant jeune, on a des souvenirs comme ça où l'école nous emmenait à aller découvrir par exemple des lieux et ça nous reste en mémoire. Moi je trouve qu'il serait bon de pouvoir encore une fois multiplier ce genre de déplacements avec les enfants. Ils le font, faut-il le rappeler, IFER est toujours présent dans les grands événements, notamment les éboueurs de la mer, où ils ramènent des enfants, où ils font des ateliers de dessin et tout. C'est très actif. Et ce qui est je pense ce qui est très important à souligner, c'est que ça se fait surtout avec des étudiants. Ça veut dire que les cadres de demain sont en train de former les cadres d'après-demain. Et donc c'est toute une chaîne qui se met en place. Alors, on a donc cette affiche, c'est ça, IFER Kids, en tout cas qui rappelle un petit peu votre engagement envers la nature et envers les enfants. C'est très important. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le prochain événement d'IFER Kids, c'est des ateliers, des workshops sur le terrain. Vous avez choisi une thématique bien précise. C'est peut-être, il y a dans pas longtemps, ça sera la journée mondiale de l'arbre, de l'eau et de la météo. Donc, c'est essayer de faire comprendre les enjeux des changements climatiques aux plus jeunes. C'est possible? Donc, concernant notre prochaine action, donc, par rapport à IFER Kids, il n'y a pas l'association mère. IFER, oui, c'est les plus jeunes, les 2.0. Oui. Donc on va organiser un workshop concernant, comme on a dit en arabe, Mujassam BI. Mujassam BI. Donc comme on a dit. On va essayer de concrétiser un environnement artificiel. D'accord, ok. En faisant acheter des animaux en plastique, avec la peinture et tout ça, donc pour construire un habitat qui est proche de l'habitat naturel de l'animal. D'accord, reproduire les animaux dans leur habitat naturel par les petits, c'est très bien. C'est très complexe. Se rapprocher, oui. C'est très complexe aussi. Parce que parmi les animaux, il y a des animaux domestiques, d'autres qui le sont moins, d'autres qui vivent dans des biotopes qui sont très différents. Prenez le fenêtre, il est beaucoup plus au sud, et la gazelle, elle est au sud, mais elle est aussi au nord. Donc reproduire les différents biotopes n'est pas chose aisée. Mais c'est là aussi où la formation à l'université, vous faites de la biologie, vous faites de la pharmacie. La pharmacie, c'est, enfin... Le côté scientifique, le côté scientifique toujours. A une essence pour donner le plus à même de transmettre le savoir. C'est bien cela. C'est ça, oui. Exact. Alors moi, je voulais justement revenir sur cette journée mondiale donc, de la télévision et de la radio en faveur des jeunes, des plus jeunes, des enfants surtout. Vous qui êtes un homme donc, de radio, vous travaillez depuis très longtemps et vous savez l'enjeu bien sûr et la portée donc, de la radio. Les enfants, est-ce que vous les avez donc approchés pour les sensibiliser envers donc, ce média et surtout l'environnement? Ah oui, ça, maintenant ils deviennent acteurs. Ceux que nous avons eu le plaisir d'avoir comme petits bambins il y a 20 ans, aujourd'hui ils sont à leur tour acteurs et souvent éducateurs en matière d'environnement. Vous savez, l'environnement c'est l'affaire de tous. Tiens, on va annoncer un événement, c'est demain, le Salon international des énergies renouvelables. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on parle, il y a un salon qui est l'incontournable, c'est ERA, le Salon des énergies renouvelables qui se tient fin octobre, début novembre de chaque année au niveau d'Oran. Il y a celui de demain. Il faudrait peut-être inviter les enfants
les responsables, les présidents d'APC, aller voir qu'est-ce qui se fait de mieux en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'on décide de notre avenir. C'est aujourd'hui que les plus jeunes doivent savoir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les éléments pratiques, c'est quoi ces énergies renouvelables. Comment peut-on éclairer une maison ou un établissement scolaire de manière propre. Comment chauffer une demeure, parce qu'on est toujours dans l'éducation de l'anti-monoxyde de carbone, donc il faudrait montrer des chauffe-eau solaires et tout. Je pense que Iferkit, c'est ça, va aussi faire un tour au niveau du salon des énergies renouvelables qui aura lieu à partir de demain. Ça va coïncider avec le à la week-end. SAFEX, oui, tout ça, tout à fait. Et donc, c'est une bonne leçon de choses, comme on en faisait. Soraya Bouatba aussi le faisait aussi avec les enfants à travers son émission passée, donc elle était extraordinaire avec les enfants. Et elle a axé justement pour cette journée internationale sur tout le travail de sensibilisation et le travail réalisé par les enfants, notamment au niveau du Jardin des Anges. Voilà. Exactement. Ça se fait et réellement, c'est l'affaire de tous. Encore une fois, le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est celui en direction des générations futures. L'école horticole aussi du Jardin d'essai, qui sensibilise énormément les enfants et qui leur apprennent à aimer donc, la nature, de pouvoir planter, de savoir comment planter, etc. C'est un petit peu de ce que vous faites au quotidien. Hein. On fait des opérations de boisement, des actions de nettoyage aussi des lieux publics. Voilà. Ah oui, il y a une opération qui avait particulièrement attiré mon attention, c'était dans un quartier, j'imagine, ou dans une cité El Beniel. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça avait donné beaucoup d'impact. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Bon, par rapport à cette action, je n'étais pas avec Eiffel. D'accord, voilà. Oui, mais vous connaissez l'historique un petit peu. Oui, un peu. Bon, c'était une idée, c'était un engagement. Donc, à partir. Donc, c'était une idée qui a été faite par mon cher ami, ou cher membre qui appartient à IFA, dont l'IS. Donc, il a proposé cette idée. J'aime bien, Abdelmalek fait toujours le distinguo. Lui, il est branché 2.0, c'est bien, allez-y. Oui. Donc, oui, ça a été bien passé, bien. Donc, je ne connais pas vraiment les détails, mais bon. C'est une opération, Mariam, oui. C'est contagieux quand les gens... Ah oui, c'est de la bonne contagion. Oui. C'est de la bonne contagion, comme disait Hakim, c'est fait. Quand les gens... Hamid. Oui. C'est de la bonne contagion pour que multiplier dans l'espace, parce que bon, en direction des plus petits, nous, les adultes, on a raté le coche en matière de tri sélectif, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus concernés par le tri sélectif, les plus jeunes, Mariam, non? Oui, je pense, oui, exactement. Mais ils contaminent les plus âgés, parce que quand ils sont derrière leurs parents, ils sont tout le temps derrière leurs parents, tout le temps derrière leur entourage, bien sûr, à essayer donc de faire du matraquage. On les a vus. Mais bien sûr, parce que, vous savez, on a vu aussi une autre, les associations sont nombreuses, une autre association du côté d'Alger Centre qui a, grâce à 3 femmes, qui ont initié quelque chose de magnifique. On y reviendra, on les salue au passage. Ce sont les femmes du 12 rue Rabah Bessas à Bablouet qui ont littéralement transformé un espace qui était carrément sale. Ce sont des escaliers avec à droite, à gauche des détritus un petit peu partout. Ils ont ramené de la peinture, ils ont tout utilisé. C'est juste un collectif, c'est pas une association, et qui ont rendu très agréable ce passage et ça fait des jaloux. C'est aussi en train de rendre contagieux le voisinage immédiat pour le plus grand bonheur de la ville. Si chacun, on le dira jamais assez, c'est réfléchir globalement et agir localement. Les petits collectifs, les petites associations, enfin petites de par leur ouverture. Les comités de quartier, quelquefois aussi, il y avait cette belle initiative du plus beau quartier aussi, qui était, donc un concours avait été lancé aussi par le ministère de l'Environnement. C'était une bonne occasion de pouvoir, encore une fois, apporter cette bonne énergie. Donc, et cette touche verte. Oui, cette touche verte. Comme Yfer, on le voit sur la casquette, c'est la feuille. L'explication de Yfer, c'est beaucoup plus la feuille ou la nervure centrale verte? Non, l'explication du mot Yfer, en Tamazight, c'est la feuille de l'arbre, la feuille verte de l'arbre. D'accord, le vert, couleur de l'espoir et des projets en direction des plus jeunes, pur bonheur. Pourquoi pas? En tout cas, on vous souhaite bonne chance au sein de votre association et continuez toujours à éduquer donc, ces jeunes enfants et de travailler pour le respect de l'environnement. C'est très important. Merci. Bon courage pour vos études aussi. Vous êtes en 2e année, master tous les deux, donc bonne chance, bon courage. On a vu votre affiche, magnifique. Voilà, votre slogan aussi
C'est ça. La créativité par les enfants, pour les enfants, au profit des générations futures. Bravo, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Donc, on vous retrouvera mercredi prochain, Inch'Allah. Ouais. En attendant, vous allez donc courir toujours au devant pour aller sauvegarder ce qu'il faut sauvegarder et travailler pour l'environnement. Courir et marcher pour que le printemps soit encore plus beau. Plus beau, voilà. Vous allez aussi au Salon de l'Environnement probablement. Ah oui, bah, dès demain, il faut voir, il faut accompagner les bonnes initiatives, surtout celles qui permettent d'avoir de lendemains meilleurs. Très bien. Merci beaucoup, Hamid Belkacem. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Récif et vous êtes avec nous depuis donc, le début de l'année. Voilà, Inch'Allah. Vous allez continuer avec nous. Ouais. Bah, je suis pour le développement durable. Hein. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci aux jeunes et à très bientôt. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Camélia Mellel qui nous fait un topo et surtout revient sur la clôture de la 17e édition du Festival du film Amazir. Fin de projection, le rideau tombe en musique sur la 17e édition du Festival national culturel du film Amazir. Après 5 jours de pur bonheur pour les amateurs du 7e art, la rencontre cinématographique qui s'est déroulée à Tizi Ouzou s'est achevée par la remise des prix. Après consultation, le jury a attribué une mention spéciale pour le long métrage réalisé par Aziz Chelmouni, La belle surprise viendra après pour la catégorie documentaire où 2 oliviers d'or ont été attribués au film Jiaska Smith Rvah de Abdelrazzaq Al-Arbi Sherif et Juba 2 de Mouqranait Saada. Celui du meilleur court-métrage est revenu au film Celui qui brûle du réalisateur Slimane Bounia. Iralen et Doklen, réalisé par la Bahtabi, a été sacré meilleur film d'animation. Dans cette même catégorie, le jury a attribué la mention spéciale à 2 films dont Asfrek Idoumen di Bouzgan de Jamel Bacha et Theymet du réalisateur Yahya Haddadi. أي ممثل يتمنى أسكو dans un festival ولا يكون عنده un prix. Je suis très content par l'obtention du prix qui relance à travers des témoignages 50 ans, un parcours parsemé de gloire et de réussite du club de football algérien, la GS Kabylie. Ces jeunes réalisateurs ont un bon niveau dans la production des films puisqu'ils arrivent à traiter des sujets bien prisés de la société, à savoir l'histoire, le patrimoine culturel et l'environnement. On espère l'année prochaine voir plus de productions et plus de participants à ce festival, et ce pour promouvoir notre culture amazigh. Selon bon nombre d'invités et de réalisateurs, la 17e édition du Festival national du film Amazir, organisée depuis jeudi, a été un grand succès. En tout cas, on y reviendra peut-être avec probablement avec des invités et les lauréats pour, en tout cas dans notre émission Bonjour d'Algérie. Voilà, la rubrique Start-up est là, comme chaque mercredi, après l'environnement. Nous allons continuer à parler Start-up, mais aussi d'environnement avec Kamel Swig. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, on va parler donc, on reste sur le même sillage donc, de l'environnement avec Hamid Belkacem. On a pu un peu voir comment est-ce que les enfants pouvaient traiter aussi le sujet de l'environnement et c'est très intéressant de leur inculquer très tôt cette envie et du respect aussi de notre environnement. Absolument, c'est une belle transition parce que c'est une question qui nous concerne tous justement et nous allons faire aujourd'hui un petit tour d'horizon pour parler de ce que font les startups dans le domaine écologique et c'est novateur dans notre façon de vivre, novateur dans notre façon de consommer et novateur dans notre façon de voir le monde et de voir les objets qui nous entourent aussi. Donc, un petit tour d'horizon, Amel. On va commencer avec ce qui marche, ce qui innove et ce qui fait le buzz aussi à travers le monde. Il y a une start-up qui s'appelle Ohu. C'est une start-up anglaise. Qu'est-ce qu'elle a inventé? Elle a inventé, si vous avez envie de sortir, acheter une bouteille, vous allez acheter de l'eau, vous allez forcément acheter une bouteille d'eau en plastique. C'est ce qui se fait malheureusement et on ne dira jamais assez. Le plastique n'est pas bien recyclable jusqu'à aujourd'hui. Eux, ils ont inventé des espèces de boules d'eau qui sont faites d'algues et qui se consomment naturellement. Vous la mettez dans la bouche, vous la craquez
et vous avez plus soif. Voilà. C'est extraordinaire. J'ai vu ça et c'est très écologique et donc biodégradable. Absolument. On parle énormément aujourd'hui de matières. Les chercheurs travaillent toujours sur ces matières aujourd'hui qui se détruisent d'elles-mêmes facilement dans la nature et qui ne restent pas comme des dépotoirs à ciel ouvert. Absolument, et ça s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire le fait de s'inspirer de la nature justement, puisque la nature est bien faite. Nous avons oublié cela. Nous faisons que la détruire depuis des générations. La nature, elle est bien faite. Et le fait de s'inspirer de la nature pour créer des choses, ça s'appelle le biomimétisme et c'est en train de révolutionner le monde et révolutionner notre façon justement de faire les choses dans la nature. C'est extraordinaire parce que ça doit être des chercheurs scientifiques. Parce que les scientifiques se rapprochent énormément donc, de la nature, notamment des insectes, par exemple, des animaux. Donc, et on voit comment est-ce que ce phénomène de mimétisme se développe dans la nature. C'est magnifique. C'est à voir, à découvrir. Exactement. D'ailleurs, il y a un chercheur d'origine algérienne qui a créé un livre extraordinaire qui s'appelle « Libérer votre cerveau » et qui explique justement tout le processus du biomimétisme, comment on s'inspire, comment des chercheurs américains se sont inspirés des yeux, par exemple, des mouches et des abeilles pour créer des drones et des caméras thermiques, etc. Et la liste est encore longue. Par exemple, des papillons se dissimuler sur un tronc d'arbre parce qu'ils ont la forme et la couleur, bien sûr, de cet arbre. Des papillons qui ont des formes de yeux sur les ailes pour essayer donc d'éloigner les prédateurs. Tout ça, c'est vraiment extraordinaire dans le domaine de la nature. Il faudra juste revenir à la nature parce que la nature, elle est bien faite et elle nous enseigne beaucoup de choses. Une autre start-up qui révolutionne aussi notre façon de communiquer. Si je vous dis, Amel, que envoyer un mail est moins énergivore peut-être et moins gourmand qu'utiliser le papier, c'est pas toujours vrai parce qu'on utilise une quantité incroyable à chaque fois que nous cliquons sur Internet, à chaque fois que vous allez sur votre moteur préféré pour faire une recherche, eh bien vous utilisez une énergie extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous cliquez en Algérie, la requête, elle va aux États-Unis, elle va faire le tour du monde, des serveurs et ça consomme une quantité d'énergie extraordinaire. Vous savez, le grand réseau social Facebook, pour ne pas le reciter une autre fois, a décidé de placer ses serveurs, une partie de ses serveurs en Norvège. Pourquoi? Parce qu'il fait froid et ils ont besoin de moins d'énergie pour les refroidir. Eh bien, Green Spectre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un peu le gendarme d'Internet. Elle vous dit, voilà, moi je vous propose des circuits courts qui vous permettent d'économiser l'énergie, qui vous permettent d'être éco-responsable dans votre entreprise parce que c'est une donne qui est de plus en plus importante et de plus en plus intégrée dans l'esprit des entreprises. Et moi, je viens ici, je fais un peu le policier du web et je vous donne des raccourcis qui vous permettent de gagner beaucoup d'énergie sans perdre pour autant la qualité de vos échanges et de vos transmissions. Ça s'appelle Green Spectre et c'est une entreprise française. La première est anglaise. Oui, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, tout est relatif et bien entendu, tout, comme vous dites, énergivore. C'est très difficile d'essayer d'être écologique à 100%. Absolument. Voilà, c'est se mentir en quelque sorte de pouvoir donc respecter la nature et aller bien sûr dans le sens aussi donc du respect de l'énergie. C'est comme la question du recyclage par exemple. Vous savez, le fait de recycler ou de mettre les bouteilles en plastique ou les bouteilles en verre dans le pack, ça ne veut pas dire que le processus est in fine suivi jusqu'à la fin. Non, ça veut dire que c'est juste une première étape. Et 60% des déchets triés ne sont pas recyclés. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est toute une partie du processus qui est interrompue. Vous venez casser le mythe là ce matin dans Bonjour d'Algérie. Alors tous ces efforts de ces jeunes en disant voilà, il faut faire du tri sélectif, toutes ces bonnes habitudes qu'on essaye de donner à des jeunes, très jeunes, pour pouvoir parler d'économie d'énergie par exemple. C'est un processus qui est important, mais il faudrait que la chaîne suive jusqu'au bout. En fait, l'homme se détruit de lui-même. C'est tout simple. Absolument. Il y a aussi, Amel, des startups algériennes qui innovent dans le domaine écologique toujours. AquaSafe, c'est parmi les startups qui vont participer justement au fameux événement incontournable à travers le monde qui s'appelle Vivatech et qui se déroule chaque mois de mai à Paris, en France. Alors, AquaSafe a été sélectionnée pourquoi? Parce qu'elle a créé une espèce d'algorithme qui calcule justement les dépenses d'eau
et qui optimise le contrôle de ses dépenses. Par exemple, les eaux usées, par exemple, quand il y a une fuite d'eau, etc. Eh bien, cet algorithme, il calcule tout. Il permet justement une optimisation. Il permet une alerte justement quand il y a des fuites d'eau, etc. Et elle fait partie des startups algériennes prometteuses. Bravo. Et à la preuve, elle a été sélectionnée pour participer à Vivatech. On les avait reçus justement pour en parler, et c'était vraiment très intéressant de pouvoir nous parler de cette économie d'eau et comment est-ce qu'ils arrivaient à détecter la moindre fuite. C'était formidable. En tout cas, bravo à tous ces jeunes ingénieux qui travaillent dans ce sens-là. Il y a une autre start-up qui se distingue par son ingéniosité, par la capacité d'intégrer aussi des concepts écologiques dans sa matrice, qui s'appelle Winnie. Winnie, c'est où je suis, si vous voulez le traduire littéralement. C'est pas Winnie l'ourson. Non, c'est pas Winnie l'ourson. Alors c'est un réseau, c'est une espèce de réseau social algérien. La start-up a été lauréate de FICRA 2016 et elle vous fait quoi? Elle crée une espèce de réseau d'automobilistes pour vous permettre de choisir les circuits les plus courts, pour permettre un chat en direct avec les automobilistes et in fine une économie d'énergie, d'essence. Vous savez, le nombre d'heures qu'on passe à tourner figé, pour essayer de... ou tourner aussi pour essayer de trouver une place, ou alors bloqué dans la circulation. Et là, le moteur tourne, on est en train de polluer la planète. Les gaz d'échappement aussi. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on pense que ça ne nous concerne pas. Que c'est des concepts parfois philosophiques, l'écologie, etc. Alors que ça impacte notre qualité de vie tous les jours. Le temps que nous passons dans la circulation, c'est un temps qui est perdu. Un temps perdu, un stress quotidien supplémentaire, donc qui pourrait aussi impacter sur la santé humaine. Absolument, absolument. Et donc ça, on ne peut pas passer à côté de ces choses-là qui sont structurantes dans notre vie. C'est vrai qu'on a tendance parfois à un peu philosopher autour de ces questions, mais c'est des questions qui nous concernent tous, et vous l'avez très bien dit au début de l'intervention, qu'il faut inculquer aux enfants dès leur jeune âge. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de continuer à consommer comme on l'avait fait comme au 19e siècle ou 20e siècle, parce que le monde a changé, notre façon de vivre et de consommer doit changer aussi, et donc c'est inéluctable si on veut aujourd'hui sauver ce qui reste de notre planète, parce que hélas nous n'avons pas une autre planète, c'est inéluctable. Aujourd'hui nous consommons une planète, 6 par an. C'est-à-dire nous rentrons en cridée chaque année au mois d'août, et ça ne fait que reculer. Donc à partir du mois d'août dernier, nous avons vécu à crédit, c'est-à-dire que la planète, nous avons consommé les richesses que peut produire une planète en une année. Et donc ça, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est effrayant, mais c'est la réalité. Vous nous avez formé ce matin, toutes ces informations. Mais il y a de l'espoir, attention. Il y a de l'espoir, tant mieux. Parce que vous allez peut-être me poser la question sur comment font ces petites startups pour survivre. C'est vrai. Parce qu'il y a un modèle économique derrière ça. On ne fait pas de la décroissance, mais on fait de la croissance. C'est très important de souligner. Ces startups sont financées par des capitaux à risque ou de risque, c'est-à-dire que c'est des gens, des business angels. On a reçu un business angel brillant qui a passé exactement la moitié de sa vie aux États-Unis, s'est inspiré de ce modèle. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont les startups. Faire fructifier en fait cette matière grise, c'est très important aussi de travailler sur ça, sur l'avenir du pays aussi. Absolument, absolument, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et d'ailleurs, on regarde ce qui se passe et on s'inspire, on copie jamais, parce que ce qui se passe, ce qui marche aux États-Unis ou en Angleterre n'est pas forcément le besoin que nous avons en Algérie. Donc c'est pas une question de copier, non, c'est une question d'inspiration. Et les jeunes Algériens, ils sont novateurs et ils s'inspirent aussi de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est connectés, on est dans un univers ultra connecté. Et donc, ces startups sont financées par des capitaux qui investissent dans l'avenir. Ce n'est pas des anges, hein, c'est des gens qui sont très pragmatiques, avec une vision programmatique aussi, et qui se disent, tiens, l'avenir, ça va être forcément les startups. Pourquoi? Parce qu'il y a la 5G qui arrive, et les objets connectés, la 5G réunit tous les objets connectés à travers le monde,
et les voitures connectées aussi sont l'avenir, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est un passage obligatoire et on ne peut pas se dérober de ça. C'est clair qu'on ne vivra pas en 2030 comme on est en train de vivre aujourd'hui, comme nous le vivions aussi dans les années 80, c'est clair. Et parlons de voitures d'ailleurs, parce qu'il faut aussi donner un peu d'espoir. Ouais. Il y a les voitures électriques certes, mais il y a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent, et c'est un modèle qui existe déjà sur des voitures à impact positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez non seulement sortir rouler en ville, mais vous allez nettoyer l'air. C'est des moteurs qui récupèrent l'air, qui le recyclent et qui le remettent en circulation. Rejette. Ouais, Voilà. qui le rejettent. Bien. Ne me demandez pas comment, je ne suis pas ingénieur, mais je sais que ça existe. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, moi aussi ça me dépasse. On laissera cela aux chercheurs, bien sûr, et toutes ces personnes qui y travaillent pour pouvoir nous expliquer toutes ces belles choses qu'ils découvrent quotidiennement. Donc toutes ces belles innovations à voir dans votre rubrique, bien sûr, Start-up aussi. Et dernier mot, c'est l'avenir de l'énergie écologique aussi, ce sont les mers et les océans. Parce qu'il existe aujourd'hui dans les océans plus de 70% de fois d'énergie dont nous avons besoin. C'est-à-dire, mais il faut aller les chercher avec des hydroliennes, etc. Parce que les éoliennes, c'est quelque chose de complètement dépassé aujourd'hui. Oui. Il y a plus d'énergie dans les océans que... Exactement. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous, Amel. Passionnant, en tout cas, à travers toutes ces informations, surtout, et ces innovations à travers les startups. Bon courage à vous. Merci, à la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris mercredi prochain, Inch'Allah. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à découvrir donc Alger, bien sûr, à travers ces images. On se retrouve juste après pour parler de football. De retour sur le plateau, comme je l'ai dit en sommaire et juste avant, nous allons parler de football féminin, plus précisément, avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Ahmed Laharibi. Bonjour. Bonjour Aman. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Le consultant de l'émission avec Hakim Kishroud dans l'émission. Oui, tout à fait. Voilà. Ce que je dois signaler, c'est que moi je suis l'un des rares entraîneurs à avoir deux casquettes, c'est-à-dire entraîner d'abord les garçons et les filles. Oui. C'est vraiment rare chez nous. Oui. Donc la passion m'a hanté à entraîner des filles parce que c'est une approche totalement différente par rapport aux garçons. Et puis c'est des filles qui ne rechignent pas, qui sont là pour travailler, elles veulent s'améliorer. Elles sont à fond dans le football, elles aiment déjà la discipline. C'est rare de pouvoir aussi aimer une discipline comme ça qui est en général réservée aux garçons. Tout à fait. Au départ, il y avait quelques problèmes parce que les parents n'ont pas voulu laisser leur petite fille aller sur le terrain parce que vous savez... Ça, je parle au niveau mondial. Hein, au niveau mondial, non, au niveau mondial, les gens compliquent qu'il faut aller vers l'avant. Oui. Ça, c'est le très haut niveau. Oui. Mais chez nous, spécialement en Afrique, ça a été un petit peu difficile, très délicat concernant... On connaît les mentalités africaines, donc... mais maintenant, tout a changé. Tout est dans le bon sens parce que... Ce qui est formidable, c'est qu'il y a des clubs partout. Il y a des clubs partout parce que les parents ont d'abord compris que la petite fille, elle a aussi le droit de jouer au ballon comme le garçon, parce que c'est une spécialité dès le jeune âge. Et puis maintenant, par rapport à
il y a 5 ou 6 ans, les clubs ont compris que d'abord il faut travailler, il n'y a que le travail qui paye, et puis il y a des moyens humains, des moyens financiers, des moyens pédagogiques, donc ça a permis, si vous voulez, l'éclosion de certaines jeunes filles. Voilà, et quand on aime la discipline, on y va à fond. Alors on a vu quelquefois, on voit sur les réseaux sociaux des filles qui sont vraiment plus fortes quelquefois que des garçons qui jonglent avec le ballon, qui vraiment jouent très bien. Vous savez, la technique individuelle dans le football, soit garçon ou fille, je peux dire qu'elle est... C'est le travail. C'est le travail qui va déterminer. Et puis, le déficit chez nous en Algérie, si vous permettez, c'est beaucoup plus... les jeunes filles arrivent à un âge un petit peu avancé. À l'âge de 17, 18, 19 ans, là c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant les données ont un petit peu changé. Maintenant on prend les filles à l'âge de 6, 7, 8 ans pour leur donner tout ce qui est aspect technique pour pouvoir passer ensuite à un aspect tactique. D'accord. C'est très beau de voir donc évoluer aussi des jeunes filles sur un terrain, bien sûr avec la technique, avec tout ce qui va avec sur un terrain de football. Oui, là vous avez touché, vous êtes entraîneur comme moi. C'est vrai, quand on parle de technique individuelle, on dit souvent que dans le football mondial de haut niveau, tant que vous avez la technique, vos possibilités tactiques seront grandes. Parce que c'est lié et c'est vraiment étroit. Quand on est bon techniquement, on est bon tactiquement. Quand on n'est pas bon techniquement, on n'est pas bon tactiquement. C'est clair. Alors comment est-ce qu'on pourrait parler de l'évolution du football féminin en Algérie? Ça a commencé dans les années Ça a commencé, 90, voilà, c'est une très bonne question. Là, je vais vous répondre parce que je suis en plein dedans. Ça a démarré, si vous voulez, vers les années 99-2000. À l'époque, il y avait une seule équipe qui était à la hauteur, c'était Alger Centre. C'est l'ASE. Parce qu'elle renfermait... C'était courageux aussi, oui, parce que c'était donc une période difficile. Oui, parce que moi, à un moment donné, il y a certains de mes collègues, ils étaient étonnés comment moi, j'ai toujours entraîné les garçons, comment ça se fait que je suis dans le foot féminin. Et ben, je leur avais expliqué qu'entraîner le foot féminin, c'est pas donné à tout le monde. Parce que, indépendamment de l'aspect de l'entraînement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le milieu social. Vous savez, c'est des filles qui ont raté leur carrière, c'est des filles qui n'ont pas fait des études. Donc, quelque part, elles veulent relever un défi. Et comment elles le relèvent? En étant très présentes à l'entraînement, elles ne rechignent pas, elles aiment travailler la musculation, elles aiment courir. C'est très difficile parce que c'est vrai, quand on parle, donc, point de vue physique, c'est un effort extraordinaire d'être footballeur, les entraînements. Je peux vous dire, Amel, que c'est un effort très considérable parce que à un moment donné, il faut les comprendre, ces filles, parce que il faut d'abord se mettre à leur place, parce qu'elles ont raté une vie, elles ont raté une carrière. Donc, c'est une revanche peut-être? Oui, c'est une revanche et c'est beaucoup plus... Elles ne seront pas toutes d'accord avec vous peut-être. Il y a des filles qui aiment parce qu'elles aiment, elles s'entraînent et elles font du football parce qu'elles aiment ça d'abord. Oui, d'abord au départ, c'était pas une passion, mais à travers le temps, à travers les efforts, à travers les entraînements, c'est devenu une véritable passion pour ces athlètes. Et puis figurez-vous qu'au niveau mondial, c'est une profession parce que le football féminin dans les pays très développés, c'est devenu si vous voulez, une profession. Et comment est-ce que la FIFA, justement, voit aujourd'hui le football féminin en Algérie? Oui, je peux vous dire que la FIFA, elle a mis beaucoup de moyens. D'abord financiers, parce que c'est ça le plus important, c'est le nerf de la guerre. Et puis, la FIFA, elle veille énormément au développement du football féminin, beaucoup plus en Afrique, parce que la FIFA sait pertinemment que les Africaines, elles ont ce potentiel technique qui est vraiment inné. D'accord. Et donc, l'équipe nationale, par exemple, si on devait parler de l'équipe nationale féminine donc de football, elle a fait des Coupes d'Afrique, elle a eu donc des palmarès intéressants? Oui, on peut dire qu'on n'a pas gagné un titre africain, mais on a participé à 5 éditions africaines. C'est vraiment énorme, c'est très intéressant. Et puis, ça commence à bouger. Les gens ont compris d'abord au niveau des clubs qu'il faut mettre un encadrement technique vraiment performant. Parce que quand on a un bon encadrement technique, les athlètes ne peuvent être que meilleurs par la suite. C'est clair. Alors, on va parler aujourd'hui de la Coupe de Ligue féminine. Donc, c'est cela. Oui, donc, demain, il y a un match très attendu. Très attendu, et c'est un match très très chaud entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Ce sont l'ASSN, c'est la Sûreté Nationale, FCC Constantine qui joue la finale. Et puis il y a aussi Afar Ridizan, l'ASE. C'est des équipes, si vous voulez, c'est des locomotives en football féminin algérien. Donc demain, on va assister à une très belle partie entre le FCC
Constantine, qui est entraîné par Madame Fertoul, qui est membre du bureau fédéral et qui a eu la charge de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où elle a participé en tant qu'entraîneur en chef. D'accord. C'est rare aussi d'avoir des femmes entraîneurs dans le domaine du football féminin. Oui, c'est vraiment rare. Et puis dans le foot féminin mondial, on met toujours un homme aux côtés d'une femme parce que l'homme, il a un vécu, il a une expérience par rapport à la femme. Mais c'est très intéressant d'avoir aussi une femme aux côtés d'un homme parce que la femme, elle est très proche des athlètes féminines, donc elle peut concilier pas mal de choses. D'accord. C'est très important et complexe en même temps. Hein, parce très que complexe, oui, c'est vraiment, encore une fois, est-ce que ce n'est pas les mentalités, est-ce que ce n'est pas aussi donc peut-être parler du sport féminin et du sport masculin? Non, je pense qu'à un moment donné, il y avait cette problématique entre les deux sports. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Les gens ont compris que le sport, il est fait pour tout le monde. Ce n'est pas pour les hommes. Uniquement, ou bien donc, sûr. quand on voit qu'il y a certaines athlètes qui ont vraiment émergé, qui ont sorti du lot et qui ont touché le haut niveau, ça, c'est intéressant. Est-ce que le football féminin est aussi médiatisé que... Non, clairement non, je vais le dire tout de suite. Mais est-ce qu'il a aussi d'aussi grands enjeux, par exemple, point de vue financier? Je vais être d'accord avec vous sur le petit... les joueuses sont transférées au niveau mondial ou au niveau local, bien sûr, transférées avec d'aussi grosses sommes, par exemple, que pour le football féminin. Chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade parce que il n'y a pas aussi de bons moyens par rapport au foot féminin européen mondial. Parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'à niveau mondial, les gens sont devenus professionnels. Donc il y a des équipes professionnelles telles que le PSG Paris Saint-Germain, telles que l'OM Marseille, telles que l'OM Lyon, qui est en train de faire du bon boulot dans le foot féminin. Mais pour parler de la médiatisation, c'est vrai que le point le plus important chez nous, c'est que le foot féminin n'est pas tellement médiatisé. Et d'une. Et ça de les deux, préserve? Pardon? Ça les préserve quelque part aussi? Oui, ça dépend des événements aussi. Puis vous avez dit qu'il y a des transferts avec une somme colossale. Nous, chez nous, on n'est pas encore arrivé à cela parce que il faut d'abord travailler au niveau des jeunes. Il faut d'abord assurer la formation. Et cela, ça peut se faire peut-être que dans quelques années, Inch'Allah. D'accord. On va parler peut-être une par une donc des footballeuses qui se démarquent dans ces équipes, ces deux équipes qui vont s'affronter demain. Oui, c'est, si vous voulez, entre deux équipes qui, d'abord, elles renferment plusieurs filles internationales. Ça, c'est intéressant à souligner. D'accord. Et puis... demain, c'est une troisième édition de la Coupe de la Ligue féminine. Vous savez très bien que jouer la Coupe de la Ligue, ça concerne uniquement, parce qu'on a un championnat féminin national. Ça concerne uniquement les équipes qui jouent dans ce championnat national. Très bien. Donc, parce qu'il y a un championnat régional, donc ça va se jouer entre le FCC et la SSN, qui est la Sûreté nationale. Ça va se dérouler où exactement? Ça va se jouer à 15h au stade de Ammar Hamadi. C'est un match qu'on va commenter en direct avec M. Hani Nourdine et moi-même. Très bien, donc à 15h, on ne ratera pas donc, j'espère que vous allez voir le match. Oui, Inch'Allah, avec il faut supporter les filles. Hein. Et par la suite, j'espère qu'on aura bien sûr les footballeuses sur le plateau après. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux m'en occuper, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, laissons le match se jouer, bien après sûr. On verra mieux. Et puis bien sûr, les pronostics. Vous avez donc une idée un petit peu? Oui, un pronostic, mais je dirais tout simplement, parce que les deux équipes sont vraiment très motivées. Et puis je peux dire que c'est... Pour moi, c'est du 50-50. 50-50. On souhaite bonne chance, bien sûr, à ce match et toutes ces jeunes filles qui jouent pour cette ligue, cette coupe de ligue féminine. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Lahribi. Je rappelle que vous êtes consultant, ancien entraîneur aussi, entraîneur voilà, de l'équipe féminine et aussi masculine. Voilà. Tout à fait, oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Bonne chance à vous. Et puis, on suivra le match à 15h. On n'oublie pas, demain, au stade Hassan Hamadi. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Excellente journée. On se donne rendez-vous demain à 8h, 9h30. Au revoir. مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو فكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال اللي نحدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا بني صغالي نحدتو غير اللي ولد